Un conte peut en cacher un autre. Blanche-Neige et les 7 nains. Quand la mère de Blanche-Neige mourut, le roi son père dit d'un ton bourru. Oh, quel ennui, perdre sa femme. Il faut trouver une autre dame. Pour un roi, il n'est jamais pratique de se procurer ce genre d'article. Il fit paraître une annonce dans les journaux. Roi cherche reine. Disait le texte en peu de mots. Des milliers de jeunes filles reçurent la réponse qui voulait être reine par petites annonces. Le roi déclara avec un air sournois. J'aimerais bien les essayer une fois. Il finit par choisir pourtant une demoiselle machin-chose qui possédait un teint de rose et un gadget intéressant. C'était un miroir qu'un cadre de cuivre ornait, un miroir magique qui parlait français. Quand on l'interrogeait sur n'importe quel sujet, il répondait sans hésiter. Miroir, qu'y a-t-il pour le déjeuner? Le miroir répliquait aussi sec. Aujourd'hui, c'est purée et beefsteak. La nouvelle reine, très bête et vilaine, demandait au miroir chaque jour de la semaine. Miroir, miroir, dis-moi un peu, qui est la plus belle à tes yeux? Et à chaque fois, on entendait la ritournelle. Oh, madame la reine, c'est vous la plus belle de ce palais, belle comme un oiseau népalais. Pendant 10 années, la stupide reine se livra à sa marotte quotidienne. Mais tout à coup, un beau jour qui ne l'était pas, le miroir magique brusquement déclara. Reine, tu te retrouves numéro 2, Blanche-Neige est la plus belle à mes yeux. La reine encaissa mal le coup et cria. Je vais lui tordre le cou, son compte est bon, je vais la faire dépecer et me ferai servir ses tripes pour dîner. La reine fit venir le chasseur de la cour et lui ordonna. Emmène-la faire un tour, et quand vous serez loin, tout au fond des bois, enfonce-lui 3 fois ton couteau dans le foie, ouvre ses côtes, fouille dedans, et ramène-moi son cœur fumant. Le chasseur entraîna l'enfant si ingénu au fond de la forêt, loin des sentiers battus. Comprenant la combine, la pauvrette supplia. S'il vous plaît, soyez bon, ne me tuez pas. La dague était levée, le bras était puissant, elle suppliait encore. Mon cœur est innocent. Du dur chasseur lui-même se ramollit le cœur, qui fondit à l'instar d'une motte de beurre. Il murmura. Allez, tire-toi, c'est bon. Et Blanche-Neige lui dit. Merci, ciao mon bon. Afin de se tirer l'affaire, le chasseur va voir la bouchère et lui achète, pour sauver sa peau, un joli beefsteak et un cœur de veau. Reine, majesté, Déclara-t-il d'une voix forte. ça y est, cette petite saleté est bien morte, comme vous me l'avez demandé. Voilà son cœur dans ce paquet. La reine s'exclama. Bravissimo, parbleu. J'espère que tu l'as tué à petit feu. Alors, et là ça devient vraiment dégoûtant. La reine à table mangea le cœur à belles dents. J'espère seulement qu'elle l'avait bien fait cuire. Le cœur bouilli est souvent dur comme cuir. Et pendant que la reine se régalait, où Blanche-Neige était-elle donc passée? Elle a fait du stop pour aller en ville. Quand on est mignonne, c'est toujours facile. Et s'est engagée comme jeune fille au pair, cuisinière et bonne à tout faire, chez 7 curieux petits bonshommes qui ne sont pas plus hauts que 3 pommes. Anciens jockeys, amateurs de chevaux, les 7 petits messieurs ont un très gros défaut. Ils vident leur bourse en jouant aux courses. Et quand ils n'ont pas misé sur le bon baudet, alors il n'y a pas de quoi dîner. Blanche-Neige à la fin leur dit. Si vous continuez, nous allons tous être ruinés. Je connais un moyen pour nous tirer d'affaire. Attendez-moi, laissez-moi faire. Le soir même, la jeune fille arrive en stop au palais et sans être vue s'y faufile, profitant de l'obscurité. Le roi est dans son bureau, en train de compter l'argent des impôts. La reine est dans son boudoir, mangeant du miel sur du pain noir. Les laquais sont tous endormis. Blanche-Neige avance en catimini, traverse le vestibule, décroche le miroir et emmène le bicule. Quand Blanche-Neige est rentrée, elle demande au plus âgé d'interroger le miroir. Demande-lui un tuyau pour voir. Miroir, Dit le nain. tu es notre seul espoir. Ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Nous sommes tous fauchés comme les blés. Quel cheval remportera la course demain? Au Grand Prix de Longchamp gagnera haut la main. Et le miroir répond instantanément. Grand aplomb, c'est le nom du gagnant. Merci, miroir. Disent les nains émerveillés. Ils embrassent Blanche-Neige sur le nez, puis vont chercher suffisamment de galettes pour pouvoir jouer gros sur la brave bête. Ils mettent leur montre au clou, vendent leur vieux taco, empruntent à droite, à gauche, à Paul, à Jaco, font la manche au carrefour, jouent du tambour dans les cours. Les voilà à Longchamp.
Et bien évidemment, il mise pour une fois sur la bonne jument. À dater de ce jour et de cette heure, le miroir fit payer les bookmakers. Aujourd'hui, grâce au miroir qui pronostique, Blanche-Neige et les 7 nains ont une vie sympathique. Conclusion, jouer ne rend pas fou, pourvu que l'on gagne à tous les coups. Jacques et le haricot magique. La mère de Jacques pleure. On est dans la mélasse. Va chercher un pigeon, trouve un gars plein aux as et vends-lui notre vache. Dis qu'elle est en pleine forme, qu'on nous en a déjà proposé une somme énorme. Et surtout, fais en sorte d'éviter qu'il comprenne qu'elle était déjà vieille avant Mathusalem. Jacques s'en alla donc avec la vache prune, et lorsqu'il s'en revint, vers le soir, à la brune, il dit « Devinop, petite maman chérie, quelle superbe affaire ton fils a réussi. Tu peux me faire confiance, quand je marne, et j'ai tiré un max de cette vieille corne. » La mère lui répond « Espèce de voyou, je parie que tu l'as fourgué pour 4 sous. » Jacques sort de sa poche un haricot minable. Sa mère, suffoquée, devient désagréable, et maudit son garçon d'une voix d'outre-tombe. « Je suis abasourdi, mais c'est trop, les bras m'en tombent, espèce de crétin. As-tu le culot de vendre notre prune pour un maigre faillot ?» Elle attrape la graine et s'écriant « Nigro !» Elle jette sur le fumier le triste haricot. Puis rassemblant toute son énergie, elle rosse le gamin une bonne heure et demie. Et ce qui était d'une méchanceté à faire peur, c'est qu'elle se servit d'un manche d'aspirateur. Mais vers 10 heures du soir, à peu de choses près, le petit haricot entreprend de germer. Le lendemain matin, il arrive à l'étage et sa tête à midi se perd dans les nuages. Jacques alors s'écrie « Il faut que tu l'admettes, ce haricot vaut mieux que notre vieille bête. » La mère lui répond « Espèce de zozo, qu'est-ce que tu veux manger? Pas un seul haricot, cette chose qui montre ressemble à une échelle. » « Non, non, proteste Jacques. Regarde vers le ciel, regarde tout là-haut, et tu t'apercevras que les feuilles sont en or de qualité extra. » Et sa péripopette, le gamin a raison. Brillant de 1000 feux jusqu'à l'horizon, le haricot de Jacques a 1000 feuilles d'or. La mère, stupéfaite, reconnaît cet or. La tête lui tourne. Par la fée Carabosse, on vend la 2 chevaux, on s'achète une Rolls. Ne reste pas bouche bée, espèce de ballot. Grimpe vite là-haut et rafle le magot. Jacques est très bon en gymnastique. La tige pour grimper, c'est vraiment très pratique. Notre ami jusqu'en haut s'est hissé d'une traite et le voilà déjà presque arrivé au fait, quand une chose horrible se produit, qui laisse Jacques tremblant et transi. Une énorme voix semblable au tonnerre fait trembler le ciel, la terre et la mer. Que dit la grosse voix? Grom, grom, miam, miam. Ça sent la chair fraîche. Un garçon à croquer. Jacques est terrorisé. Jacques devient livide. Il redescend à fond de train, un vrai bolide. Maman, sanglote-t-il, maman, je te jure, il y a quelqu'un là-haut, un ogre, un monstre, un dur, je l'ai vu, entendu, ça m'a glacé les sangs. C'est un géant armé d'un nez ultra puissant. D'un nez ultra puissant? Allons bon, mais tu es tombé sur la tête, mon fiston. Il m'a flairé, maman, en disant ça sent bon. Il a dit qu'il avait reniflé un garçon. La mère réplique alors. Les enfants sales sentent fort. Et ne pas se laver est un tort, car l'odeur excite les carnivores. Ta propre mère est dégoûtée, rien qu'à l'odeur de ta saleté. Jacques répond. Puisque tu es si propre que ça, vas-y, toi, grimpe donc à ce haricot-là. Chiche, s'écrie la mère. Je vais te montrer, petit salico, que l'auteur de tes jours a de bons biscottos. Puis, retroussant sa jupe et crachant dans ses mains, elle disparaît en un tournement. Le géant va-t-il renifler maman? Va-t-il prouver qu'une maman, c'est une âne? Les yeux fixés sur la cime, Jacques se demande comment va réagir la créature gourmande. Et soudain, de là-haut, se fait entendre le bruit de l'ogre qui mâche la maman peu tendre. Le géant, la bouche pleine, marmonne par 2 fois. Westy, quel goût exquis. C'est du vrai pâté de foie. Toutefois, D'un ton vraiment féroce. pour du pâté de foie, il y a quand même beaucoup d'os. Fichtre, s'écrie Jacques. Quelle calamité! De maman, le géant n'a fait qu'une bouchée. Il l'a reniflée toute crue avalée. Je me doutais bien qu'elle sentait très mauvais. Jacques considère avec envie songeur le grand arbre doré comme par un d'horreur. Flûte de mince, ronchonne-t-il à mi-voix. Je ferais bien de me laver une bonne fois si je veux à cet arbre grimper sans être par le géant reniflé. En vérité, un bain est la seule solution. Il se rua chez lui et saisit le savon. S'en frotta tout le corps à gestes vigoureux. Il se frictionna même et rinça les cheveux. Il se brossa les dents et se moucha le nez, sortit enfin sentant bon la fleur d'oranger. À nouveau, il grimpa en haut du haricot. Le géant était là, très immonde et très gros, grommelant entre ses chicots pleins de trous, tandis que Jacques, tremblant, attendait en dessous, grommelant très fort. Grom, grom, grom. Pour l'instant, je ne sens personne. Quand enfin, dans le sommeil, le géant sombra,
Petit Jacques, le long des branches, se glissa. Il ramassa tant d'or, des centaines de feuilles, qu'il devint multimillionnaire en un clin d'œil. Ah ben, dit-il, voilà qui semble être payant. Je vais en prendre un tous les jours à présent. Le petit chaperon rouge. Quand le loup sentit des tiraillements et que de manger il était grand temps, il alla trouver Mère Grand. Dès qu'elle l'eut ouvert, elle reconnut le sourire narquois et les dents pointues. Le loup demanda. Puis-je entrer? La grand-mère avait grand-peur. Il va, se dit-elle, me dévorer sur l'heure. La pauvre femme avait raison, le loup affamé l'avala tout rond. Mais la grand-mère était coriace, C'est peu. dit le loup faisant la grimace. C'est à peine s'il m'a semblé avoir eu quelque chose à manger. Il fit le tour de la cuisine en glapissant. Il faut que j'en reprenne absolument. Puis il ajouta d'un air effrayant. Je vais donc attendre ici un moment que les petits chaperons rouges reviennent des poids où pour l'instant ils se promènent. Un loup a beau avoir de mauvaises manières, il n'avait pas mangé les habits de grand-mère. Il mit son manteau, coiffa son chapeau, enfila sa paire de godillots, se frisa les cheveux au fer et s'installa dans le fauteuil de grand-mère. Quand Chaperon Rouge arrive essoufflé, elle trouva sa grand-mère plutôt changée. « Que tu as de grandes oreilles, Mère Grand !»« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Que tu as de grands yeux, Mère Grand !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. » Derrière les lunettes de Mère Grand, le loup la regardait en souriant. Je fais Pensait-il. manger cet enfant. Ce sera une chair plus tendre que la mère grand. Après les merles un peu secs, des ortolans. Mais le petit Chaperon Rouge déclara « Grand-mère, tu as un manteau de fourrure du tonnerre !» Ça n'est pas les textes. dit le loup. Attends, tu devrais dire comme tu as des grandes dents. Enfin, peu importe ce que tu me dis ou non, c'est moi qui vais te manger de toute façon. La petite fille sourit, puis, battant des paupières, de son pantalon sortit un revolver. C'est à la tête qu'elle visa le loup, et bang, l'étendit raide mort d'un coup. Quelque temps après, dans la forêt, Chaperon Rouge j'ai rencontré. Quelle transformation! Adieu, rouge manteau, adieu, ridicule petit chapeau. Salut, me dit-elle. Regarde donc, s'il te plaît, mon manteau en loup, comme il est croquignolé. Les trois petits cochons. Mon animal favori est le cochon sans contredit. Le cochon est charmant, il est intelligent, le cochon est courtois. Il est vrai cependant qu'il arrive parfois, quoique pas très souvent, que l'on tombe soudain sur un cochon dément. Quelle serait votre réaction, s'il vous plaît, si un jour, vous promenant dans la forêt, vous tombiez nez à nez au détour d'un chemin, ou plutôt nez à groin, sur un cochon qui se serait construit une maison en paille? Un jour, un loup, gaillard assez canaille, tombe sur la maison de paille du cochon bon garçon. Ouvre-moi la porte, cochon, cher cochon. Nénino, par ma marmichette. Alors je vais souffler, cogner et défoncer ta maisonnette. Le petit cochon fit sa prière. Mais sa maisonnette vola en poussière. Le loup s'exclama. Bacon, rôti et jambon, j'ai vraiment une veine de cochon. Et bien qu'il mangeât comme un glouton, il garda pour la fin la queue en tire-bouchon. Le loup traîna un peu, l'estomac ballonné, et, surprise des surprises, il tomba peu après sur une autre maison de cochon qui était faite de jougs. Ouvre-moi la porte, cochon, cher cochon. Nénino, par ma marmichette. Alors je vais souffler, cogner et défoncer ta maisonnette. Bon, allons-y, dit le loup. Et il souffla comme un fou. Le petit cochon poussa les hauts cris. Loup, tu as déjà mangé aujourd'hui. Pourquoi ne pas parler, s'arranger? Le loup répondit. Tu peux repasser. Et le petit cochon bientôt fut dévoré. De succulents petits cochons, glapit le loup. Et pourtant, je ne suis pas rassasié du tout. Je suis un peu ventripotent, mais c'est si bon d'être gourmand. À la paille, au jonc, il faisait la nique. Il avait construit sa maison en briques. Tu ne m'auras pas. Je vais souffler, cogner, taper ta maison défoncée. Il te faudra beaucoup de souffle et tu n'as rien dans les poumons. Le loup, vexé, tape du pied, cogne et souffle. Impossible de renverser la maison. Si je ne peux pas la fiche par terre, dit le loup, je la fiche en l'air. Je reviens cette nuit et je la fais sauter à la dynamite.
Espèce de brute sans cœur, j'aurais dû m'en douter. S'écria le cochon prenant le combiné, et aussi vite qu'il put, il composa 3 zéros du chaperon rouge le numéro. Allô? Dit-elle. Qui est là? Cochonnet, comment va? J'ai besoin de toi, ma chère chaperon. Je t'en prie, aide-moi. Implora le cochon. Mais si je peux t'aider, ce sera volontiers. C'est une affaire de loup, ta grande spécialité. Il est devant chez moi. Je n'attends plus que toi, mon chéri. Dit-elle. Mon mignon. Ça, c'est tout à fait mon rayon. Je me sèche les cheveux un instant et j'arrive en 2 temps 3 mouvements. Quelque temps après, Chaperon arrive dans la forêt. Qui l'attend au coin du sentier? Le loup au regard de braise ou d'un jaune mayonnaise. Dents pointues, babines retroussées et silencieux comme un chat, d'une autre maison le loup s'approcha. À l'intérieur, terrorisé, un autre cochon se cachait, mais ce 3e petit cochon en avait dans le citron. Une fois encore, la donzelle battit des paupières et de son pantalon sortit un revolver. Une fois encore, il visa à la tête et d'un seul coup, extermina la bête. À sa fenêtre, le cochon s'écria. Ah, bravo, chaperon. Ah, cochonnet, imprudemment, tu te fiais aux demoiselles de la bonne société. Car depuis lors, notre redresseur de tort, outre ces 2 manteaux de loup, possède encore, pour porter ses affaires dans les aéroports, un superbe sac. Un sac en peau de porc. Boucle d'or. Le célèbre conte atroce et méchant n'est pas destiné, selon moi, aux enfants. Il me semble mystérieux que des parents un peu sérieux n'aient pas vu que cette histoire croque le portrait d'une horrible escroque. Si l'on avait demandé mon avis, j'aurais fait boucler Boucle d'or à vie. Imaginez un peu quelle serait votre humeur si, ayant préparé un repas enchanteur, une bonne bouillie fumant dans la soupière, un café noir brûlant, du thé dans la théière, du miel, des confitures, des tartines grillées, le tout sur une table superbement dressée, un couvert pour vous, un autre pour papa, et le 3e pour votre petit gars. Et soudain, papa s'écrie. Bon sang de sapristi, ouïe, elle est trop chaude la bouillie. Sortons un peu nous promener, elle refroidira et nous pourrons manger. Un peu de marche le matin, à la santé, ça fait du bien. Rien de mieux qu'un peu de jogging pour apprécier la bonne cuisine. Qui s'aviserait de contester que c'est une idée très sensée? D'autant qu'au petit déjeuner, qui est vraiment bien luné, à peine avez-vous mis le nez dehors, que dans votre dos survient Boucle d'or. Ce petit oiseau de malheur s'introduit dans votre demeure. Et que découvre Boucle d'or? 3 bols de bouillie remplis à ras-bord. Puis, sans même prendre le temps de s'attabler, elle saisit une cuillère et se met à manger. Et je le répète, quel serait votre état si vous aviez préparé ce fameux repas pour qu'une gamine mal élevée surgisse et sans le moindre scrupule l'engloutisse? Mais attendez, vous n'avez rien vu cependant. Maintenant, ça va être tout à fait révoltant. Vous êtes femme d'intérieur. Vous dénichez avec bonheur de ravissants bibelots, bergers, bergères, angelots, commodes signés d'un grand nom, tableaux de peintres de renom. Il y a parmi vos trésors celui qu'entre tous on adore. Une ravissante chaise d'enfant, style Renaissance 1900. Vous l'aimez, vous en êtes fier. Elle vient de votre grand-mère. Mais Boucle d'or, cette barbare, s'en moque bien. Les objets d'art, Boucle d'or n'en a rien à faire. Et en posant son gros derrière sur cette pièce de première, elle l'a réduit en poussière. Qu'aurait dit une petite fille bien élevée? Quel malheur, mon Dieu, qu'ai-je donc fait? Mais Boucle d'or jure et se fâche. Sale chaise, ordure, grande lâche. Elle prononce des gros mots si gros dans sa rage qu'ils ne tiendraient pas dans ma page, et que mon imprimeur, qui en a vu d'autres pourtant, rougirait de honte en les imprimant. Si vous croyez que Boucle d'or va arrêter là ses efforts, eh bien non. J'ai le grand déplaisir de vous dire que de nouvelles bêtises sont encore à venir. Décidant qu'un petit somme lui ferait du bien, elle dit « Voyons donc un peu quel lit me convient ». Elle monte au premier et les essaie tous les 3. Et c'est une nouvelle catastrophe que voilà. Sur un couvre-lit, vous ou moi, nous ne gardons pas nos souliers, mais Boucle d'or, dans les draps, garde ses chaussures à ses pieds. Elle a marché dans la boue, elle a marché un peu partout. Sous son talon se trouvait collé ce qu'un chien dans la rue venait de déposer. Qu'auriez-vous donc pensé? Imaginez une seconde, si toutes ces saletés d'allure nauséabonde avaient été étalées sur votre couvre-lit par cette révoltante petite chipie. La fameuse histoire ne précise pas, j'en suis sûre, que l'horrible gamine enlève ses chaussures.
Voyez comme ce conte fait l'éloge du crime. Reprenons au début. Attention à la rime. Premier crime. Dossier de l'accusation. Du domicile des plaignants, violation. Deuxième crime. L'accusation poursuit. Vol d'un bol de flocons d'avoine cuit. Troisième crime. Bris de mobilier. La précieuse chaise de bébé. Dernier crime. A sali des draps immaculés avec les cochonneries qu'elle traînait sous les pieds. Un juge ordonnerait sans sourciller. Au bagne pour 10 ans de travaux forcés. Mais dans le livre, comme vous le verrez, la petite peste s'en tire à bon marché. Acclamée par les enfants de Rome à Tokyo au cri de hip hip hip, hurrah, youpi, bravo, pauvre petite boucle d'or, se sont-ils écriés. Heureusement, elle a réussi à s'échapper. Quant à moi, je crois bien que j'aurais préféré pour boucle d'or une fin nettement moins gaie. Papa, viens voir, s'écrie de l'ours le petit. On a mangé ma bouillie, ce n'est pas gentil. Tu n'as qu'à monter. Lui répond son papa. Regarde bien et tu verras ta bouillie sous les draps. Comme elle se trouve dans le ventre de la belle enfant, il va donc te falloir la manger en même temps. Cendrillon. Vous croyez, j'en suis sûr, connaître cette histoire. Vous vous trompez, la vraie est bien plus noire, ou rouge sang si vous voulez. La fausse que vous connaissez fut fabriquée ou inventée et sans scrupule trafiquée afin que tout y soit mollasson, niaisouillard, le genre à faire le soir sans dormir les moutards. Pour le début, d'accord, c'était pas mal parti. Ça s'est passé comme ça. Au milieu de la nuit, les deux méchantes sœurs vont en grand tralala au bal du palais danser la mazurka, laissant Cendrillon, la timide, enfermée dans la cave humide où les rats, plutôt affamés, cherchent à lui grignoter les pieds. À l'aide! Laissez-moi sortir! Crie-t-elle. La bonne fée entend Cendrillon qui l'appelle. Nimbée de lumière, elle s'amène. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, ma reine, je suis dans la mélasse, pendant que mes deux sœurs en dansant se prélassent. De rage, frappant le mur comme un vrai punching ball, elle crie à sa marraine. Je veux aller au bal. Il y a au palais une surboom partie et je moisis ici, folle de jalousie. Je veux une robe à pois, un carrosse de parade, des perles et un diamant de 40 carats, des pantoufles argentées fourrées de bison et un mignon collant de soie et de nylon. Il ne se peut qu'ainsi me voit ce joli prince, sans qu'aussitôt pour moi amoureux il en pince. Ne t'en fais pas, j'ai la pratique du tourisme à coups de baguette magique. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cendrillon se retrouve au bal du palais. Les méchantes sœurs grimacent de dépit en la voyant danser avec celui qui, entre ses bras est en pris, de Cendrillon se trouve épris. Elle le tient serré, suffocant, se pressant contre son torse puissant. Le prince, trop pressé, se transforme en purée. Il étouffe d'amour, il est pris du hoquet. Mais soudain, minuit sonne. La belle s'écrie. Zut, il faut que je me tire sans perdre une minute. Le prince se lamente. Non, déjà. Il soupire, il s'agrippe à sa robe, il veut la retenir. Mais Cendrillon... Laissez-moi donc partir. Le prince tire si fort, la robe se déchire. Cendrillon s'enfuit sans que rien n'en mitoufle. Et blanc, dans l'escalier, elle perd une pantoufle, sur laquelle le prince se jette dardard. Il la brandit et devant l'assemblée déclare... Celle au pied de qui cette pantoufle ira, demain matin ma fiancée sera. Qu'on fouille la ville à fond, il faut retrouver Cendrillon. Ayant ainsi parlé de sa belle voix fière, il pose la pantoufle sur une caisse de bière. Mais ne voilà-t-il pas qu'une des méchantes sœurs, celle dont les boutons vous donnaient mal au cœur, s'empare prestement de ce charmant objet et s'en va le jeter dans les water closets. Puis à sa place, elle pose, cou en vache assez moche, la pantoufle qu'elle ôte de son propre pied gauche. Ah ah, sur Cendrillon, l'étau tôt se resserre, et l'on peut voir sa chance, la valise se faire. Le lendemain, le prince s'en va sans plus attendre, frapper à chaque porte pour retrouver sa tendre. Dans chaque foyer, c'est l'anxiété. À qui peut être ce soulier? Il est long, il est large, il baille énormément. Un pied normal s'y perdrait totalement. Et de plus, il sent fort comme un vieux roquefort, comme quand la marée s'est retirée du port. Des milliers d'habitants essaient pourtant la chaussure, mais c'est en vain. Il n'y a personne à sa pointure. Le tour arrive enfin des deux méchantes sœurs. La plus laide de l'essai, le prince hurle d'horreur, mais elle s'écrie. Il me va, il me botte, sans ça, il ferait beau voir que tu ne m'épouses. Le prince pâlit jusqu'au nombril et même ailleurs. Il bafouille. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous très urgent. Pas question, tu dois tenir ton serment et mon pied a trouvé sa place dans la fameuse Qu'on godin. lui coupe la tête, rugit alors le prince. Et alors, d'un grand coup d'épée, il détache proprement la tête de la bépée. Le prince est ravi. Sa tête lui allait très mal. La seconde méchante sœur ramène sa figure et dit. À moi de jouer, qu'on me passe la chaussure. Et c'est plutôt ça, glapit sans autre harangue le prince. Avec sa grande épée, il la frappe et bang! Une autre tête tombe dans un flot de sang, rebondit sur le sol et roule un instant. Du fond de la cuisine, épluchant des patates, Cendrillon entend le bruit mat, des têtes qui tombent et roulent comme des citrouilles. Elle passe la tête par la porte et dit Quel est ce charivari? Mêle-toi de tes oignons, répond le malappris. Le cœur de la pauvrette alors se brise en miettes. Mon prince, S'émeut-elle. c'est un trancheur de tête.
Je refuse absolument d'épouser celui qui coupe des têtes pour s'amuser, hein. Le prince éructe. Qui est cette souillon bancroche? Qu'on lui coupe la tête, qu'on lui coupe la caboche! Soudain, toujours suivi de son flot de lumière, la bonne fée surgit devant Cendrillon, pas fière, et fait tourbillonner sa baguette magique. Cendrillon, S'écrie-t-elle. fais un vœu, demande-moi tout ce que tu voudras, et crois-moi, pour le réaliser, il ne tiendra qu'à moi. Cendrillon répond. Ma reine, bonne fée, hein. Cette fois-ci, je ne me ferai pas piéger. Je ne veux plus de prince, je ne veux pas d'argent. De cette douceur-là, j'ai eu mon content. Je voudrais épouser un homme sans histoire. Quelqu'un de bien qui ne soit pas trop poire. Une minute après, Cendrillon épousait un gars très mignon, fabricant de confitures, d'oranges et citrons. Ils vendent de la marmelade faite à la maison. Leur maison est remplie de rires et de jeux. Ils vivent depuis lors, tranquilles et heureux.